C'est l'heure où la paix se risque dehors. Nos tueurs sont fatigués de leur longue journée de travail. Ils rentrent laver leurs pieds et se reposer. Nous laissons nos cœurs s'endormir un instant et attendons la nuit noire pour aller gratter le sol à la recherche d'une racine d'igname ou de quelques patates douces à croquer, d'une flaque d'eau à laper. Entre eux et nous, les chiens, qui ont couru toute la journée, commencent à s'assoupir, le ventre lourd d'une ripaille humaine que leur race n'est pas près d'oublier. Ils deviendront bientôt sauvages, se mettront même à croquer les chairs vivantes, mouvantes, ayant bien compris qu'il n'y a désormais plus de frontières entre les bêtes et leurs maîtres. Mais pour l'heure, la paix, minuscule, clandestine, c'est qu'il n'y a plus sur les sentiers aucune âme qui vive, capable de la capturer. Alors, elle sort saluer les herbes hautes qui redressent l'échine sur les collines, saluer les oiseaux qui sont restés toute la journée, la tête sous l'aile, pour ne pas assister, pour ne pas se voir un jour sommé de venir témoigner à la barre d'un quelconque tribunal qui ne manquera pas d'arriver. Saluer les fleurs gorgées d'eau de la saison des pluies qui peinent à exhaler encore, et malgré tout, un parfum de vie, là où la puanteur a tout envahi. Tu disais cela quand tu parlais encore, Mama, à mots troués, en attendant que ton fils Bosco rentre du cabaret cette soirée de 1997. Tu utilisais le temps présent à cette heure exténuée du jour pour raconter tes souvenirs du mois d'avril 1994, comme si 3 années ne nous avaient pas irrémédiablement séparés. Et les volutes blanches qui s'échappaient de ta main, celles qui sortaient de ma bouche entr'ouverte, toi Impala, moi Inhore, les 2 marques de cigarettes d'avant, les seules que nous voulions encore goûter comme pour conjurer le temps assassin, à moins que ça n'ait été une façon de s'étouffer à petit feu avec les effluves du passé, nos volutes se rejoignaient, nous entouraient d'un nuage rassurant. Assis sur le même petit banc de bois brinque-ballant qu'autrefois, sur la Barza, la terrasse de la grande rue de Boutaré, nous étions cachés des passants par les larges troncs des jacarandas. Tu te laissais aller à parler du mois de lait qui était devenu celui du sang, entre 2 silences qui auraient tout aussi bien pu être des sanglots à couper au couteau. Et je t'écoutais sans savoir si ma main, qui me demandait de te serrer le poignet, n'allait pas te faire sursauter. Je restais donc immobile en soufflant fort ma fumée vers la tienne pour qu'elle t'atteigne et desserre ton chagrin figé. Bien que je n'y connaisse rien à la chimie, je me suis souvenue de ce joli mot de sublimation lorsque notre professeur nous avait raconté comment le solide devient gaz, et je pensais qu'il devait y avoir un procédé qui, de la même façon, permettrait à des corps devenus rigides de s'envoler en fumée sans mourir pour autant, de rejoindre harmonieusement dans les airs, invisibles aux passants. Je me suis imaginée en Inhore, danseur guerrier coiffé de longs cheveux ivoires, d'une lance érodée et d'un minuscule bouclier en bois sculpté, voltigeant autour de toi l'impala aux cornes torturées, antilope pourchassée, t'entourant d'une haie de mots sauvés, de mots ressuscités. Moi, l'Inhore valeureux, les bras tendus, le dos cambré, je faisais trembler la terre de mes pieds ornés de grelots à Mayudi. Je faisais reculer l'ennemi menaçant, en vantant tes hauts faits, tes enfants, tes amants, ta liberté si chère payée. Et pendant que la nuit nous aidait à disparaître rapidement dans la pénombre de la Barza, j'écoutais ta voix en hochant la tête, et si mes mouvements étaient imperceptibles, parce que j'avais oublié depuis longtemps comment te toucher, là-haut, dans la fumée, je faisais voler les mèches de sisal blanc ornant mon front comme un Inhore, poète, danseur, combattant d'apparat,
capable de conjurer ta mort du mois d'avril. Un moment, tu t'es tu. Un arrêt incongru au milieu d'une phrase. Tu as sursauté, poussé un petit cri, puis un son étrange est sorti de ta gorge. J'ai cru que tu pleurais. J'ai scruté ton visage qui se détachait dans l'air enfumé, la ligne droite de ton nez éclairée avec précision par les derniers rayons du soleil couchant. J'ai craint que tu ne puisses plus contenir quelques souvenirs brutals dans ta langue métaphorique qui m'avait jusqu'alors protégé, qui a protégé tous ceux qui n'ont pas voulu savoir jusqu'où était allée l'ignominie, et tout mon courage d'ignorer s'est enfoui dans ma poitrine immobile. J'ai attendu, le ventre noué, attendu jusqu'à ce que je réalise que tu riais doucement, une fleur de jacaranda entre les mains. Elle était tombée de l'arbre devant nous. T'avais fait peur, cette peur enfantine qui menace de ressurgir toute la vie au crépuscule, en dépit des épreuves vaillamment surmontées et de la raison que procure l'expérience du monde. Tu riais de ta peur, sans doute aussi pour éloigner les souvenirs qui t'avaient envahi durant ce bref instant où tu m'avais un peu raconté. Tu as porté la fleur à tes narines, l'as longuement respirée, puis me l'as donnée dans un geste étonnamment délicat, contrastant avec les mouvements heurtés et l'humeur hiératique dans laquelle je t'avais retrouvé 2 semaines auparavant. J'ai caressé de l'index la clochette allongée dont la couleur bleue violacée était en parfaite concordance avec le crépuscule mourant à cet instant précis sur Boutaré. Le vent s'était levé, faisant bruisser le feuillage sombre des arbres, et la nuit est tombée brusquement, sans sommation, comme elle sait si bien le faire là-bas. Dans la vallée derrière la librairie, les grenouilles se sont immédiatement mises à coasser de concert. On aurait dit qu'elles attendaient le signal. Je t'ai rendu la fleur, tu l'as effleurée avec ta joue, puis l'as jetée sur la terre sèche au pied du jacaranda. Il m'a semblé voir tes épaules se courber d'accablement. Tu te souviens de l'histoire que tu nous racontais à Bosco et moi à propos du chant des grenouilles ? Tu as émis un petit rire qui a déclenché une quinte de toux roc de vieille fumeuse. Non loin de nous, le ciel faiblement éclairé par la lune a été fendu par un vol de chauves-souris. Elles vivaient par milliers sur les branches des sapins de l'arboretum, là où la route de Boutaré s'échappe vers la frontière du Burundi. Oui, je me souviens. Alors, que disaient-elles, les grenouilles de votre enfance ? J'ai pris un ton de conteuse. Dis, grenouille, qui va là ? Qui va là ? C'est un puiseur d'eau. A-t-il puisé son eau ? Oui, sa cruche est pleine. Je vois ses talons qui disparaissent sur le chemin. La nuit est là. Alors, chère grenouille, il est l'heure de prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et alors que je terminais mon histoire, j'ai ri aussi avec la voix encore basse des batraciens pieux. Nous ne comprenions pas pourquoi les grenouilles répétaient toute la nuit la première phrase de la prière, et tu nous avais raconté que leur cerveau était trop petit pour l'apprendre en entier. Tu as dit : c'était l'histoire préférée de Bosco. Et sans te regarder, j'ai su qu'à ce moment-là, ton visage désemparé se tournait vers les lumières du cabaret, à l'autre extrémité de la grande rue, d'où nous parvenaient parfois des bruits de voix ou des éclats de rumba congolaise. Tu n'as jamais cessé de penser à ton fils, même quand tu m'accordais comme ce soir-là une brisure d'intimité. Oui, je sais que c'était son histoire favorite. Il aimait prier aussi, avant qu'il ne parte faire la guerre. Tu n'as rien dit,
et dans ma tête, l'écho de la phrase que je venais de prononcer était si assourdissant que j'ai fermé les yeux et attendu. Déjà le regret. Il aurait fallu que je me taise ou que tu me répondes si vite qu'on aurait pu glisser mes mots sous les tiens pour les y dissimuler. Mais tu t'es tue. Un long moment. 2 ombres sont passées en conversant à voix basse à quelques mètres de nous. Elles ne nous ont pas vus ou peut-être ont-elles fait semblant. Vos 2 pères sont aux cieux maintenant. Un chien, celui du Zamou, le gardien de nuit de l'hôtel Ibis en face, a aboyé au même moment où tu disais cette chose étrange et je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. C'était la première fois que tu parlais de nos pères. Pour me donner de la contenance, j'ai ramassé un fruit sec de jacaranda et l'ai trituré en silence. Allais-tu enfin dire quelque chose ? Le moment était-il venu de parler de ça ? Tu as tâté ton paquet de cigarettes sur tes genoux, l'a trouvé vide, m'a demandé de te donner une inore. J'attendais. Tu l'as allumé et l'as fumé lentement, en silence. Ma gorge sèche s'est faite couvercle de chagrin. J'ai tenté une attaque indirecte, ne pas parler de mon père, Antoine, mais de celui de mon frère. Quand as-tu su que le père de Bosco était mort ? Tout se sait dans ce pays. Tu as corrigé. Tout peut se savoir ou se deviner. Si un jour tu aimes réellement un homme et qu'il vient à mourir, tu le sentiras à la minute même. Ton assurance m'a exaspéré. Que savais-tu de l'amour que j'étais capable de porter à un homme, Mama ? Ce que je croyais comprendre entre les lignes me blessait. On fait si facilement des conclusions définitives pour masquer son ignorance, se donner de la contenance. Tes mots ont eu la violence d'une révélation. Je n'avais pas encore pris conscience, alors que ta confiance était une façade pour ne pas t'effondrer, que la vérité était claquemurée dans ce qui n'était pas, dans ce qui ne serait peut-être jamais énoncé. J'ai réagi comme une enfant, tentant de te renvoyer les coups, ricanant méchamment. Si vous pouviez tout savoir, comment se fait-il que vous ayez ignoré l'extermination qui se préparait ? Tu n'as pas répondu. Que peut-on répondre à une question pareille ? Comment avais-je pu la poser ? Il était trop tard. Une frontière sournoise, invisible, se réinstallait entre toi et moi. Je venais de fermer la brèche. Je sais que c'est ce soir-là que j'ai condamné le seul interstice que tu m'aies ouvert avec ma langue imprudente, colérique. Tu t'étais levé d'un bond et m'avais annoncé « Je vais chercher ton frère. Il doit être trop ivre pour rentrer. » Tu avais refusé que je t'accompagne. Tu sais bien que les choses ne sont pas faciles entre vous en ce moment. Va te coucher. Il faut te reposer avant ton voyage de retour. Et tu t'en étais allé. Mon voyage de retour. Je croyais l'avoir accompli en venant dans cette maison de la grande rue de Boutaré où j'avais grandi à tes côtés. Mais pour toi, désormais, j'étais de là-bas. Ton fils était un revenant. Moi, je n'étais plus qu'une passante, une plante exotique importée qui aurait mal supporté la vie sous tes latitudes et qui avait enfin été rempotée dans son terreau d'origine. Une Française. Je suis allée me coucher dans ma chambre. Pouvais-je encore la désigner ainsi, cette pièce que j'avais occupée pendant plus de 20 ans ? Lorsque j'étais apparue sur le seuil de notre maison, j'avais éprouvé cette sensation délicate d'être une étrangère chez soi. Pourtant, en apparence, rien n'avait changé. L'immeuble, datant du temps des Belges, dont le fronton surélevé imitait modestement une certaine architecture flamande sous les tropiques, était toujours debout, entouré de 2 majestueux jacarandas en fleurs, vestiges eux aussi de l'époque coloniale. J'avais retrouvé intact l'alignement de ces constructions d'époque de chaque côté de la grande rue, sages et usées, qu'on appelait, d'aussi loin que je me souvienne, le centre-ville de Boutaré. La poussière du mois de juillet recouvrait la barza où somnolait, assis sur notre petit banc, un adolescent chargé de garder la dizaine de casiers de bouteilles de bière empilés à ses côtés, une pancarte récente aux couleurs vives suspendue au-dessus de la porte du local qui donnait sur la rue,
m'informa qu'une alimentation générale avait remplacé le magasin de tissus qui était là avant le génocide. À côté de l'alimentation, il y avait toujours le petit restaurant que tu tenais désormais avec ta sœur. Le même nom, la même décoration, simple et accueillante. Il était fermé. Je suis restée un moment appuyée sur le tronc du jacaranda de gauche, lui aussi couvert de la poussière de latérite que soulevaient les rares voitures passant sur la rue, à observer la maison, la peinture des murs, autrefois turquoise, désormais délavée et qui s'écaillait de toutes parts. Il était 13h. Boutaré semblait anesthésié. J'ai tendu l'oreille, espérant attraper dans l'air chaud de la grande saison sèche des échos de ta voix ou de celle de mon frère par-dessus le portail qui menait à la cour avant de notre habitation pour apprivoiser l'idée de votre existence ici, à deux, sans moi. Je ne t'avais pas prévenu de mon retour. Je ne vous avais pas prévenu de mon retour. J'ai ouvert le portail en criant « Odi !» la voix tremblante. Dans la pénombre du salon, de l'autre côté de la petite cour pavée, la silhouette de Bosco s'est dressée, a pris vaguement forme avant d'apparaître sur le seuil de la porte. Il n'a pas répondu « Caribou !» J'ignorais encore qu'il n'était pas rentré du front en paix, qu'il ne serait jamais plus en paix. Juillet 1997. 3 ans après avoir fui le génocide, je suis revenu à Boutaré, à la maison. J'ai dit « Odi !» puis ai fait un pas timide vers Bosco. Il m'a serré dans ses bras. Un soupir a traversé nos poitrines pressées l'une contre l'autre. Puis il m'a repoussé d'un petit geste connu, pour mieux me regarder. Il avait commencé à faire ça à 15 ans, quand il était devenu plus grand que moi. Mon immense petit frère avait les épaules courbées et le dos affaissé. Ses yeux ne disaient rien d'autre que l'étonnement. Ses doigts ont enserré mes bras, à m'en faire souffrir. L'instant d'après, il les a relâchés brusquement. Une tape mécanique sur ma joue, comme une gifle assourdie ou une bénédiction qui se serait trompée de lieu. Ses mains étaient fraîches. Il n'avait toujours pas dit un mot. J'avais la gorge nouée. Le couvercle du chagrin était sur le point de se soulever. C'est à ce moment-là que tu t'es profilé dans l'embrasure de la porte qui menait au couloir, Mama. Tu as poussé un long cri. Tu criais parce que j'étais là. Ce n'était ni de la joie, ni de la surprise. C'était plus profond et animal que ce que j'avais jamais entendu. Tu t'es jeté sur moi, ou plutôt entre Bosco et moi. On eût dit que tu voulais nous séparer, prévenir un crime sur le point de se réaliser. Tu m'as enveloppé de tes bras maigres, accolé ta joue déjà mouillée contre mon oreille qui bourdonnait. Bosco a fait un pas de côté, se tenant à l'extrémité du salon, spectateur déjà absent d'une scène sans mots. Il restait impassible devant nos yeux rougis, larmoyants. « Mama, laisse-la, regarde. » Elle a l'air sur le point de s'effondrer. Oui, tu as raison. Tu lui avais toujours donné raison. Tu as relevé un pan de ton pagne noué lâchement sur une robe trop grande, aux couleurs passées, pour t'essuyer le visage, m'a assise de force dans un fauteuil en bois sans coussin. Je me demandais ce qu'étaient devenus nos meubles, sûrement pillés. Le salon était presque vide. 4 sièges, une table basse et dans un coin, une commode aux portes vitrées. Des napperons au crochet partout. Eux, je les reconnaissais. C'est ma grand-mère qui les avait confectionnés. Elle avait toujours un ouvrage à la main, aimait les couleurs vives et les formes géométriques. Si elle avait pu nous voir à ce moment précis, une famille à repriser. Ngana wange, ni wewe. Mon enfant, c'est toi. Tu avais la voix grave, fortement enrouée. J'ai compris que tu t'étais remise à fumer. Tu ne lâchais pas mes mains, maman. Tu semblais attendre que je dise quelque chose.
J'avais préparé dans ma tête une liste de phrases que j'imaginais appropriées. Je pensais avoir tout balisé dans l'avion qui me ramenait au pays. On ne balise pas un effondrement. Vous attendiez que je parle. C'est moi qui étais partie. C'est moi qui devais retisser le fil de la conversation, indiquer là où nous devions la reprendre, donner le tempo. Dans ma tête, les mots préparés défaillaient. Ils n'avaient plus aucun sens, s'enfuyaient à contre-courant. Le silence se reconstituait autour de nous, épais, poisseux. Comment nous parlions-nous avant ? Il me semble que j'avais oublié. À quel avant est-ce que je voulais revenir d'ailleurs ? Il y en avait 2, non, 3. Avant le 1er octobre 1990 et le début de la guerre civile, avant que tu n'aies été jeté en prison, avec tout ce que le gouvernement accusait d'être des traîtres complices de leurs frères Tutsis exilés qui avaient attaqué le pays, et que tu en reviennes 6 mois plus tard, la peur figée dans le corps. Avant 1991 et le départ de Bosco au front, sa disparition soudaine, l'incompréhension jusqu'à ce que nous recevions un petit mot passé clandestinement qui disait « J'ai rejoint les amis de mon père, préparez-vous, nous arrivons », qui n'avait fait qu'augmenter ton inquiétude, maman. Nous étions restés seuls, à l'attendre, à combler les vides causés par la déflagration de cette absence avec des prières et des chants qu'il aimait. Nous parlions de moins en moins. Avant avril 1994, avant que je ne fuis Boutaré, où le génocide n'avait pas encore commencé, alors qu'on m'achetait déjà partout ailleurs dans le pays, quand tu m'avais confié au convoi des expatriés évacués par l'armée belge pour me faire passer au Burundi, tu n'avais plus eu alors personne à qui parler. 3 avant. 3 ans et demi pour une dégringolade, une fuite en avant vers un désastre que nous n'osions pas voir venir. Nous avions traversé ces temps troublés sans savoir comment les nommer. Tout le monde à Boutaré s'accordait à dire « il y a un vent mauvais ». Mais en fait, de vent, c'est un ouragan qui allait s'abattre sur nous. Comment parlions-nous à 3 quand la brise était encore légère ? Avant. N'aurait-il pas été incongru de parler comme avant ? J'étais certainement celle qui avait été le plus protégée parce que le monde désignait comme une tragédie. Une tragédie, comme si c'était inéluctable. Ça l'arrange bien, le monde, de penser qu'il n'y avait rien à faire, que le sort en était jeté depuis l'origine, parce que... Chez ces gens-là, n'est-ce pas, on s'entretue depuis la nuit des temps. J'étais seule ce midi devant vous, et le monde ne voulait toujours pas entendre l'écho infini de ces 3 années dans nos vies. J'aurais aimé pouvoir nous rafistoler avec ma bouche, trouver des mots baumes, des gestes doux, surtout ne pas vous heurter. J'ai esquissé un sourire, pressé tes mains en retour. J'ai terminé mes études. Je pouvais enfin venir vous voir. Vous m'avez manqué. Voilà, j'étais encore à me justifier, tenter de me faire pardonner. De quoi ? De n'être pas venue plus tôt ? Pourtant, au téléphone, tu m'avais dit... Reste là-bas, fais-y ta vie, sauve-toi du chagrin. Ici, nous passons nos semaines à déterrer des ossements et à les réenterrer dignement. Les écoles fonctionnent encore mal. La vie est amère pour nous qui avons réchappé. Tant a été enseveli. Toi, tu es enfin chez toi. Tu viendras nous visiter quand le pays et les cœurs auront été réparés. Ce pays se relèverait, je n'en doutais pas. Même si cela devait prendre 30 ans, il y aurait des bras, la volonté de ceux qui avaient rêvé de lui durant 3 décennies de loin, la culpabilité de ceux qui l'avaient détruit et celle du monde qui les avait laissés faire, les ressorts inouïs que se trouveraient les survivants pour aller de l'avant et offrir un autre horizon aux enfants qu'ils auraient. Mais les cœurs ne se réparent pas comme on le fait d'un toit, d'une route ou d'une ville rasée. S'il m'avait fallu attendre que le cœur de ma mère retourne exactement là où il reposait autrefois, intact de nouveau, je ne serais jamais résignée à ne plus jamais mettre les pieds à Boutaré. À moins que je m'excuse d'être là aujourd'hui. Moi qui n'avais rien vécu de tout ça, qui ne pouvais pas
qui ne pourrait jamais savoir réellement ce que vous aviez traversé. Ma mélancolie de l'enfance, de l'arrachement à mon pays, si profond qu'elle avait été, ne pouvait me donner la mesure de votre nostalgie de l'humanité. J'avais pleuré comme vous la perte de mes cousins, de mes cousines, de mon grand-père, de mes oncles et de leurs épouses, de mes amis. Mais vous les aviez vus agonisants, mutilés. Vous aviez recherché les restes des mois durant et les aviez inhumés. Où avais-je été pendant ce temps-là? Pour moi, la vie avait continué. Toi aussi, tu nous as manqué. Bosco est venu s'asseoir à nos côtés, a joint ses mains aux nôtres. Un silence complice nous a engloutis. La culpabilité s'est évaporée. Retrouvailles de cœur en lambeaux. Retrouvailles de cœur en lambeaux. Eh bien, c'est un peu difficile d'enchaîner comme ça tout de suite après la lecture que vous venez de nous donner. Beata Oumobieyi, mairesse, et Gaël Faye. Donc, merci et bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette lecture, elle est extraite de votre premier roman, Beata, qui s'intitule « Tous tes enfants dispersés », qui vient de paraître aux éditions Autrement. Et c'est pas du tout votre premier livre, puisque dès 2015, les éditions La Cheminante ont publié votre premier recueil de nouvelles qui s'appelait Ejo. Un mot sur ce que veut dire Ejo dans votre langue? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le Kinyarwanda, il faut dire que le Kinyarwanda, c'est la langue de tous les Rwandais et les Rwandaises. Contrairement à beaucoup de pays africains où il y a des dialectes, nous avons la même langue. C'est une langue très riche, très métaphorique, et pourtant c'est le même mot pour dire hier et demain. Et je trouvais qu'il portait bien le propos de ce recueil, puisqu'il s'agissait de parler de l'avant et l'après-génocide des Tutsis, pour faire comprendre aussi ce qui s'était passé pendant, et surtout les déflagrations de cette histoire sur les survivantes et les survivants. Et d'ailleurs, ce mot se conjugue encore dans ce premier roman, hein, comme le sauront ceux qui vont le lire. Alors, il y a eu ce premier recueil de nouvelles, et il y en a eu un second, Lézardes, et puis ça c'était en 2017, et puis cette année, toujours à La Cheminante, vous avez publié vos poèmes, réunis sous le titre « Après le progrès ». Alors, il se trouve que la fondatrice de cette maison d'édition, Sylvie Darro, avait l'habitude de rédiger en fin de volume une présentation des auteurs qu'elle a publiés. Et je m'exprime au passé car malheureusement, cette maison d'édition, sise au Pays Basque, a dû cesser son activité. Donc la petite édition est en effet un combat difficile, mais les livres demeurent. Et avec l'accord de Beata, je me sers de cette petite géobiographie pour vous conter son itinéraire. Voilà. Beata Oumobieyi Mairesse est née en 1979 au Rwanda, à Butare, un bourg de province important dans un environnement verdoyant, sur une terre volcanique. Une géographie qui colle à la peau de la jeune fille au caractère enjoué, et peut-être déjà volcanique. La douceur de la ville se prolonge dans sa belle architecture et ses couleurs pastel, que contraste le sol en latérite et la spectaculaire floraison mauve des jacarandas. Un décor idéal pour s'éprendre de lecture, ce que ne manque pas de faire Beata dès son plus jeune âge, occupant obstinément le Centre culturel français et la vieille librairie L'Extension universitaire, en quête de fiction. Ce merveilleux champ littéraire qui permet d'explorer le monde, qui que l'on soit, d'où que l'on soit. C'est le temps d'avant le génocide des Tutsis, un temps béni où la littérature a eu le temps de faire son nid dans le cœur d'une enfant pour devenir sa meilleure arme possible contre le pire. L'impensable surgit dans sa vie, condamnant son innocence à une maturité anticipée, 3 mois de survie au printemps 1994, le refuge d'une cave, la mort qui gronde tous azimuts, armée du glaive insensé d'un inique racisme, la terreur, la faim, l'horreur. Puis le miracle, la mort l'a épargné, le départ pour la France est possible.
L'expérience vécue va renforcer le charisme de Beata, qui termine son lycée dans le nord de la France avec le plus précieux des bagages en main, sa passion pour la littérature. Bon, je ne vais pas aller plus avant, mais ça donne comme ça le moyen de savoir un petit peu par où vous êtes passé. Et puis, il y a eu des années de mission pour vous, au sein de Médecins sans frontières notamment, et puis un Havre qui est Bordeaux, où vous habitez maintenant. Et en fait, ma première question, elle est sur le rapport entre l'éloignement et l'écriture, entre le fait de se poser tout d'un coup et de pouvoir peut-être appréhender plus aisément ce qu'on a envie de dire. Enfin, comment finalement vous êtes venu à l'écriture? Est-ce que c'est une fois, en quelque sorte, sédentaire ou que ça n'a rien à voir? J'ai toujours été, comme vous venez de le dire, une grande lectrice. Je pense que la littérature peut aider à traverser la vie d'une façon plus légère, si on trouve les mots baumes. J'avais pas pensé devenir écrivaine. Et la littérature, et notamment la littérature afro-caribéenne que j'ai découvert en arrivant, quand j'étais étudiante à Lille, m'ont aidé à trouver cette nouvelle identité. C'est-à-dire qu'au Rwanda, j'étais blanche et qu'en arrivant en France, je devenais noire. Et donc cette identité noire, je l'ai trouvée à travers les littératures afro-caribéennes, et je pense que c'est le premier lien vers l'écriture. Et il y a cette phrase que tout le monde connaît de Toni Morrison, que je ne cite pas exactement, mais s'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne le trouves pas, écris-le. Moi, je lisais tout ce qui sortait sur le Rwanda. Il y a eu beaucoup de témoignages, et c'est très important qu'il y ait des témoignages de survivantes et de survivants. Il y avait des essais, il y avait des récits. Et au niveau de la fiction, il y avait très peu de... Enfin, je pense que le premier survivant qui a écrit de la fiction, un roman, c'était Vénus Kaimae, il y a 3 ans. Je pensais que la fiction pouvait être un moyen d'aborder cette histoire, parce que je voyais aussi des gens qui disaient les témoignages, c'est trop dur. On parle souvent de la parole des rescapés comme étant l'innommable. Moi, je dis souvent, est-ce que c'est entendable aussi? Et peut-être que la littérature était une façon de rendre entendable des choses, parce que finalement, les rescapés parlent, et même pour la Shoah, dès le lendemain de la Shoah, ils ont commencé à écrire, mais est-ce que les gens étaient prêts à les écouter? Et je pensais que la littérature, et peut-être aussi ne pas parler de la grande histoire, mais passer par l'intimité des vies, des conversations qu'on pouvait avoir entre rescapés, et des petits détails, alors le mot détail est peut-être mal choisi, mais des petits éléments comme ça de la vie qui pourtant disent beaucoup plus, et les raconter, rentrer dans cette histoire de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et je pense que je ne pouvais écrire au début que la forme courte, parce qu'il y a beaucoup de silence, et que le silence entre les nouvelles était une façon de pouvoir entendre ce silence-là. Des formes courtes aussi, parce que ça dit les vies coupées, les destins inachevés. Et la nouvelle m'a permis cela, et ce n'est que plus tard, en passant par le chemin de la poésie, que j'ai pu avoir le souffle, trouver le souffle pour partir dans un roman. Et vous, Gaëlle Faye, vous avez... Bon, alors je rappelle quand même que Gaëlle Faye, qui a été de très nombreuses fois à la Maison de la Poésie pour Petit Pays et autres. Petit Pays qui est paru donc il y a 3 ans déjà chez Grasset, et qui continue d'occuper votre agenda, puisque comme il est traduit dans au moins 40 langues, vous venez encore du Brésil et d'Argentine, et ce n'est pas fini. Et puis il va y avoir une adaptation au cinéma, enfin déjà, et une bande dessinée. Donc ce livre, vous en êtes encore plein. Vous pouvez d'ailleurs nous en dire un mot. Et on reviendra tout de suite sur ce que vient de dire Beata
sur le rapport à l'intime que peut offrir la littérature. Bonsoir, merci d'être là. Oui, alors Petit Pays, effectivement, continue sa route. Il a ses propres jambes. Voilà, il parcourt le monde et c'est... Là, on se disait en coulisses avec Beata que c'est formidable d'être à Paris, à la Maison de la Poésie, et de parler d'une histoire et de ramener ici à Paris Boutaré, cette ville du sud du Rwanda, qui n'existe jusqu'à présent, qui pour moi n'existait pas dans la géographie littéraire. Et c'est un peu la même chose pour Petit Pays. J'ai eu cette chance improbable, ce cadeau de la vie, de pouvoir aller parler d'une bande d'enfants dans une impasse de Bujumbura, sous des cieux tellement exotiques pour moi, comme la Sibérie ou bien le Brésil dernièrement. Enfin, voilà, c'est ce qui est très fort avec la littérature, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Et en même temps, on part d'un lieu, d'un endroit, d'un potager. Et c'est ça qui m'a bouleversé dans le roman de Beata, c'est que Boutaré est une ville très chère à mon cœur. Ma grand-mère y vit. C'est la première ville du Rwanda que j'ai connue après le génocide. Bon, moi, j'ai grandi au Burundi, mais après le génocide, ma famille est rwandaise, exilée, s'est réinstallée au Rwanda, ce pays qu'ils avaient quitté depuis 30 ans. Et ils se sont installés à Boutaré. Donc moi, j'ai connu Boutaré dès le lendemain du génocide, en 95, en 97. J'y passais mes étés. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, je trouve que c'est peut-être la ville du Rwanda qui est la plus à même de vivre dans un roman. J'ai vécu à Kigali et c'est une ville qu'on a du mal à cerner parce que déjà elle est en perpétuel mouvement, que ce sont des collines, des populations qui viennent de partout. Boutaré, c'est une route et il y a un centre. Et c'est un peu comme moi, ça me fait penser à ces décors de cinéma, de western, où derrière les façades, il n'y a rien. On a cette impression avec Boutaré, c'est qu'il y a cette grand rue, et puis on se dit, qu'est-ce qui se passe autre chose derrière? Mais tout se joue là, sur une bande pas de 200 mètres, 300 mètres. Avec l'université, c'est la ville intellectuelle du Rwanda. Et donc moi ça me manquait de lire quelque chose sur Boutaré. Ça n'existait pas. Donc vraiment, c'est pour ça que j'avais envie d'être là ce soir, d'avoir cette chance de partager cette lecture avec Beata et de la remercier, de faire exister Boutaré sur la carte. Et c'est vrai que... Oui, vous voulez... Non, merci, mais enfin, je veux dire, ce qu'on disait sur la magie de la littérature, moi, j'ai trouvé absolument fantastique tous ces gens qui n'avaient jamais entendu parler du Burundi et du Rwanda et qui, grâce à toi, grâce à Petit Pays, ont mis... C'est même pas la main, ils ont mis la main sur notre épaule et ils ont touché au cœur de cette histoire-là, de cette poésie-là, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans Petit Pays. Et pour nous, c'est important, en fait, parce qu'on on vient d'un petit pays qui, jusqu'en 1994, était pratiquement inconnu du monde et qui est rentré dans la connaissance du monde par quelque chose d'absolument affreux, par cette catastrophe. Et je pense que ce que tu fais dans Petit Pays, ce que j'essaye de faire aussi dans Tous tes enfants dispersés, c'est de montrer aussi toutes ces vies, qu'elles soient dispersées, qu'elles soient machetées, qu'elles soient revenues, toute cette floraison de vie et cette histoire sur le long temps de notre petit pays et aussi du Burundi, qui est le pays voisin.
Alors justement, je parle quand même un petit peu de votre livre, donc Tous tes enfants dispersés, qui est un roman découpé avec, on va dire, 3 personnages principaux. Celui d'Immaculata, de sa fille Blanche, dont les narrations alternent. Et puis, il y a le fils de Blanche, donc le petit-fils d'Immaculata, qui s'appelle Stockley et qui, lui, est né en France d'un père martiniquais et d'une mère donc franco-rwandaise. Et c'est quand vous parlez des temps, enfin de découvrir aussi l'histoire de ces pays, c'est particulièrement frappant la manière dont vous jouez justement des temporalités, parce que en fait on remonte jusqu'à la grand-mère de Blanche, Anastasia, là, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et donc dans le passé du Rwanda, et on va jusqu'à nos jours entre la France et l'Afrique notamment, puisque le petit Slockley est à Bordeaux. Donc ça creuse l'histoire coloniale par le père de Blanche, la notion d'enfants métis, mais aussi les combats des rebelles rwandais dans lequel Bosco, le demi-frère de Blanche, est engagé. Et enfin, c'est une richesse incroyable. L'air de rien, j'allais dire, parce que c'est dans les conversations, c'est dans les... Et puis alors, en fait, on dirait que le sujet du livre, mais vous me direz si je me trompe, c'est en fait c'est le silence ou la communication ou la transmission et les aventures de la transmission. On dirait presque que la tension dramatique du livre, c'est ça. C'est comment ça va arriver à se dire. Et pour le lecteur, c'est un livre qui se déplie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on arrive dans un moment, on apprend tout d'un coup un nouveau truc, comme s'il y avait un petit voile qu'on soulevait, une chose qui nous était apportée. Et je voulais vous demander si ça, c'était quelque chose que vous avez connu dans votre propre découverte de l'histoire, de votre histoire, de l'histoire du pays et des vôtres, ou alors c'est un procédé littéraire, ou alors les deux, enfin je sais pas. Alors, c'est pas un roman autobiographique, c'est vraiment un roman de fiction. Maintenant, la question du silence qui mazoute tout dans une famille et de comment les gens parviennent parfois à faire advenir les mots. Je parle de la résurrection des mots. C'est quelque chose d'un peu universel. J'ai l'impression que ça peut parler à beaucoup de monde. Oui, il y avait des silences. Moi, je pense qu'il y avait... quand j'ai grandi dans un Rwanda où il y avait des choses qui ne se disaient pas. Et notamment, c'est l'histoire de ta famille. C'est les gens qui avaient fui les pogroms dans les années 50, 60, 70, comme on disait là-bas. Qui étaient dans les pays limitrophes, ou certains beaucoup plus loin, on n'en parlait pas beaucoup, ou alors à demi-mot, parce que c'était interdit. Et même la question Hutu, Tutsi, toi, bon alors, il faut savoir que c'est pas des vraies ethnies, ça a été construit, même langue, même culture, même religion. Il y avait des choses qui ne se disaient pas. Mais après, moi, ce que j'ai travaillé dans ce roman, c'est surtout les silences à l'intérieur d'une famille. Et comment on arrive... et ce silence-là, il est à la fois provoqué par la honte au début. Enfin, j'aime beaucoup ce mot de honte. Annie Ernaux a très bien écrit là-dessus. Mais il y a la honte d'Immaculata, la déchéance de ce que, comme on disait tout à l'heure, sa liberté, ses amants, sa liberté si cher payée. Et puis il y a un autre silence qui va arriver, qui est lui provoqué par une douleur immense, qui est la perte de son fils. Il y a le silence aussi de ce fils, justement, qui ne dit pas ce qu'il a vu pendant la guerre. Et toute la question est, il y a ce proverbe qui traverse, il y a beaucoup de proverbes dans notre langue, mais qui traverse le roman, qui est aussi le cou et le couvercle du chagrin. C'est-à-dire que le chagrin a été tellement immense qu'il a empêché aux mots de sortir, et toute la quête de Blanche et surtout de Stockley
l'enfant qui est né de l'autre côté du désastre, va être de soulever le couvercle du chagrin et de trouver les mots et de pouvoir dire les choses. C'est aussi un moment où, je ne sais pas si c'est pour l'un comme pour l'autre, mais où vous insistez beaucoup sur le fait que c'est vous qui racontez. Il y a une histoire de génération où, en fait, là, c'est même la mère de Blanche, c'est Immaculata, qui déjà interroge. Elle interroge l'histoire. Parce que, voilà, comment on raconte ce qui s'est passé dans ce pays, justement, tout ce que les Tutsis ont déjà connu et qui ont fait notamment que une partie de votre famille donc s'est retrouvée au Burundi. Donc si je comprends bien, puisqu'on a entendu tout à l'heure, en réalité vous n'êtes séparés que par une route, celle puisque Butare mène au Burundi. La rivière voilà. Akanyaru. Voilà, donc c'est une rivière. Et donc en fait, c'est le Rwanda et le Burundi et déjà des pogroms, et déjà des persécutions, et déjà des exils. Et ça, déjà, on n'en parlait pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui se racontait pas, ou que des historiens extérieurs peut-être racontaient, ou je sais pas. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la parole jusqu'à ce que ça devienne un roman à votre génération. Mais comment ça se fait, ce processus de pouvoir raconter? C'est un peu tabou dans votre livre. Par exemple, je vais un petit peu plus loin, comme ça vous pourrez répondre à un peu tout à la fois, sur l'histoire de Blanche qui a donc épousé un Antillais. Et en fait, lui n'a pas le droit de raconter cette histoire. C'est comme s'il allait prendre l'histoire d'Immaculata, et puis, parce qu'il dit il faut absolument que ça se sache, non, c'est pas à lui de prendre ça. Donc on sent que tout ça, c'est compliqué, quoi. Et c'est ce qu'on sent à la fois dans votre livre, et c'est ce qu'on sent aujourd'hui dans notre société à tout coin de rue, quoi. Donc est-ce que vous pouvez parler de ça, même si ma question est fort alambiquée? Non, moi, ce que je comprends, c'est la question de la légitimité à parler, à s'emparer d'une histoire. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est vraiment rwandais. Et c'est la première fois en fait que je lis un roman qui est rwandais, parce que dans ce sens où ce qui n'est pas dit dit plus que ce qui est dit. Et souvent, au Rwanda, c'est le non-dit qui parle, c'est les silences qui parlent. Et on est une génération qui avons grandi dans ces silences-là. Par exemple, j'ai toujours été frappé quand je suis arrivé en France et que j'avais des copains voilà, de toute l'Afrique, et puis par exemple des Camerounais, qui se rencontraient. Ah ben toi tu es quoi? Ben moi je suis Bassa, ou bien, enfin voilà, Bamileke. Les gens osent dire ce qu'ils sont. Ça ne se fait pas au Rwanda. Et la guerre, le génocide sont arrivés, et les enfants ne savaient pas qu'ils étaient Hutus ou Tutsis. On n'en parlait pas. Et donc on a vécu dans ces silences. Et c'est vrai que même nous qui sommes de cette culture-là, qui avons grandi, il est déjà difficile pour nous de parler de tout ça. On ne sait pas où avancer, où mettre nos pas. Alors c'est toujours très étonnant de voir des gens qui viennent de l'extérieur et qui peuvent espérer comprendre quelque chose. J'aimais bien cette phrase de Colette Brackman, qui est une journaliste belge qui a beaucoup écrit sur le Rwanda, qui connaît très bien le Rwanda, et elle disait « Plus je vais au Rwanda et plus je connais ce pays, et moins je le comprends ». Et d'ailleurs, c'est le cas de Gabi, votre héros, qui tout d'un coup va comprendre la différence entre Tutsi et Hutu, mais finalement, enfin assez tard, et de manière presque hasardeuse. Enfin, oui, au moment où la violence est là, pas avant. Alors que pourtant, toute la société est structurée là-dessus, mais de façon invisible. Invisible aux enfants, en tout cas. Et il y a aussi la relation au pays, c'est-à-dire on revient, on repart, qui est assez impressionnante et qui forcément vous habite tous les deux. Et à un moment, dans votre roman, Beata, il y a la Blanche qui accouche de son fils, enfin qui est sur le point d'accoucher, et non, c'est après d'ailleurs, qu'on lui apprend à donner le sein à son bébé qui n'en veut pas.
et débarque un sage-femme, n'est-ce pas? C'est un homme, et qui en plus a un physique qui fait penser à votre personnage, à un génocidaire. C'est-à-dire que, et ça arrive à plein d'endroits, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout le temps des moments où ça revient. Comment on appelle ce sentiment-là? Alors, elle sait pas si c'est un génocidaire, elle voit un noir. Parce qu'on ne peut pas voir sur un visage que quelqu'un est génocidaire ou pas. On ne peut pas voir s'il est Hutu et Tutsi aussi facile. Enfin, il y a beaucoup de clichés, mais... Et puis, tous les Hutus n'ont pas été génocidaires. Et puis... Donc, mais elle voit un noir et elle se dit, et si c'était... Parce qu'elle sait qu'il y a un gynécologue qui a participé au génocide, qui est accusé d'avoir participé au génocide dans cette ville, et donc elle a peur. Mais j'ai envie de dire, ça c'est presque un luxe de quelqu'un qui vit en France. Parce que ceux qui vivent au Rwanda, celles et ceux qui vivent au Rwanda, ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les rescapés vivent côte à côte avec les tueurs de leur famille ou les familles de tueurs si les tueurs sont encore en prison. Donc au quotidien, ils sont face à ça. Et il y a un courage incroyable. Moi, j'ai une admiration incroyable pour les rescapés qui construisent ce pays, qui se battent pour construire ce pays en vivant à côté de leurs tueurs. Quand on est à l'étranger, on peut se permettre d'avoir ces craintes-là. Mais quelque part, voilà, c'est cette question de la confiance en l'humanité qui est là, pour le meilleur et malgré le pire. Oui, c'est ce qu'on appelle, là, on parle souvent, même au niveau justement de la reconstruction du pays, du miracle rwandais. Et pour vous situer tous les deux vous parliez tout à l'heure dans les loges, essayant de retrouver le moment où vous êtes connus, et ça fait plus de 15 ans. Disiez-vous, et là, cette année, c'est le 25e anniversaire, si on peut parler d'anniversaire du génocide. Et est-ce que ces moments-là de commémoration, d'anniversaire, font que des gens comme vous, franco-rwandais, des enfants dispersés, se retrouvent, et comment, et avec ou sans littérature? Et vous pouvez nous parler de ce travail-là ou de cette communauté-là qui éventuellement qui vous rassemble? Gaël? Oui, c'est vrai que personnellement, mon lien au Rwanda pendant des années s'est fait à travers les commémorations. Enfin, tant que je vivais en France. Donc, je suis arrivé du Burundi en 95 et chaque année, d'ailleurs, ma mère qui est rwandaise ne parlait jamais du génocide ou de l'histoire à la maison. Mais il y avait ce rituel qui au départ pour moi était assez étrange. C'était que chaque 7 avril, on se retrouvait dans une salle à Paris avec des Rwandais et donc on commémorait les 100 jours du génocide. Et c'est vrai que étant venu du Burundi, ayant vécu la guerre au Burundi, et comme on n'en parlait pas à la maison, pour moi, il y avait entre guerre et génocide, je ne voyais pas la différence. Vraiment, parce que je sais que dans les conversations, même au Burundi, certains disaient génocide pour parler de ce qui se passait au Burundi. Donc, je ne comprenais pas. Et il a fallu attendre 2000. J'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94 du groupe Off. Et donc j'ai compris l'histoire de ma famille, la grande différence qu'il y avait entre le Burundi et le Rwanda, que le génocide était une construction. Et donc pendant des années, j'ai été lié au Rwanda à travers ces commémorations-là ou des soirées associatives qui tournaient autour de ces questions-là. Et c'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon non plus
de trouver un lien, on va dire, banal avec un pays. Donc heureusement que je suis allé m'installer là-bas il y a quelques années, que j'ai pu y vivre, que j'ai traversé cet écran-là, parce que ce n'est pas toute la réalité rwandaise. Ça fait partie de la réalité rwandaise, mais ce n'est pas toute la réalité. Et c'est peut-être un peu parfois le risque des diasporas, c'est de se retrouver, là pour le coup, de se retrouver pour pleurer. Et tant mieux que maintenant il y ait de la littérature et qu'on se retrouve aussi pour lire ou pour chanter parfois. Ouais. Et pour vous, Beata, tout cet aspect Alors, le 7 avril, c'est un moment important, un moment difficile aussi. C'est très compliqué d'aller au travail un 7 avril et d'être avec des gens qui ne savent pas que ce jour-là, c'est un jour tellement important pour nous. Mais j'ai envie de dire que être rescapé, c'est... Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de raconter dans mes histoires. C'est pas seulement le 7 avril et la commémoration. C'est... Tu as un enfant malade et tu es seul et tu voudrais pouvoir demander à ta tante, à ta mère, à ta grand-mère de venir t'aider et il n'y a personne. C'est un jour de mariage, un jour de joie. Et tu regardes de l'autre côté de ton mari. Dans l'église, il y a plein de gens. Et de ton côté, il y a 3 personnes, dont certains ont été machetés. Tu chantes une berceuse à ton enfant et tu te rappelles plus des mots et tu te dis, tiens, un tel aurait pu me la dire parce qu'on nous l'a chanté ensemble quand on était enfant et un tel n'était pas là et même celle qui vous l'a chanté n'est plus là. Et c'est ce vide abyssal parfois au bord duquel les rescapés peuvent se tenir et qui peut surgir à tout instant de la vie. Voilà. C'est ce que dit très bien Charlotte Delbo, par exemple. Alors, elle n'est pas survivante de la Shoah, mais elle a vécu l'univers concentrationnel. Quelqu'un te dit « je suis mort de faim, je suis mort de peur ». Et ce mot « mort de faim » ne peut pas avoir la même signification pour toi comme pour lui. Voilà, ce sont toutes ces fêlures infimes en apparence, mais qui sont là toute la vie durant. Et moi, ce que j'essaye aussi de raconter dans la littérature, c'est comment les survivantes et les survivants deviennent parents et qu'est-ce qu'ils et elles peuvent transmettre pour ne pas transmettre que la douleur et le chagrin. C'est leur raconter ce qu'était le Rwanda, leur raconter ce qu'était la famille et leur donner envie aussi d'aimer ce pays au-delà du 7 avril et au-delà de... Et voilà, c'est ce que tu fais aussi, quoi. Et vous nous dites un mot de ce qu'on a entendu du chant qui vous a précédé avant la lecture. Parce que vous en parlez, il y a beaucoup de musique dans votre livre. Oui. Et il y a notamment, oui, ce chant de... S'il y a des Rwandaises et des Rwandais dans la salle, c'était une chorale qui s'appelait Amasimbi Namakombe, qui avait été fondée par... Cyprien Rugamba. Cyprien Rugamba, c'était vraiment notre grand poète rwandais qui a été massacré avec sa femme et une grande partie de ses enfants en 1994, dès le début du génocide. Et on a diffusé cette chanson avec l'accord de son fils, Dorsi Rugamba, qui est un grand artiste aussi, un des auteurs de Rwanda 94, la pièce de théâtre, qui est un homme de théâtre. Et cette chanson, Akabyi no Kanyogokuru, c'est la petite danse de grand-mère. Et c'est une personne qui raconte que sa grand-mère lui avait appris une petite danse, une petite chanson, et qu'elle va continuer à la danser et à l'apprendre à celles et ceux de sa génération pour se remémorer cette femme. Et il y a une... Bon, j'ai pas tout traduit, elle est très longue, hein, mais
La petite danse de grand-mère, elle qui a vieilli puis m'a laissée sur terre, j'en ferai un mémorial. Je rassemblerai ceux de ma génération pour qu'ils m'aident à la chanter. Je leur enseignerai ce qu'il faut respecter. Une femme qui a porté le diadème de la maternité ne doit pas voir son nom oublié. Nous, ses enfants, devons danser pour elle. Je danserai pour m'auréoler de son souvenir. Ouais, c'est très beau. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de cette langue maternelle à un moment. Enfin, c'est Stockley, donc le petit-fils, le plus jeune, qui dit « Mais pourquoi dit-on encore langue maternelle ?» Cela faisait sens quand les mères restaient seules à l'intérieur à nourrir de son le nourrisson pour le guider dans ses premiers babiles. Quand les mères des mères et leurs tantes et leurs sœurs formaient un chœur de voix, oiseaux voltigeants, prisonniers d'une maison gynécée, caressant les oreilles de l'enfant d'elle au dessin, aux couleurs sans cesse virevoltantes. Les intonations, moi j'aime beaucoup ce passage, les intonations ronds irisés, les accents, striures symétriques, les clics du dessus, les roulements du dessous. Voilà, bon, je continue pas, mais c'est voilà. On a déjà entendu d'ailleurs. Hein, on a et cette langue-là, elle est dans votre écriture. Oui, le Kinyarwanda est vraiment partie prenante de mon écriture. Moi, j'ai eu la chance de l'apprendre et je pense qu'on est aussi cette génération qui n'essaye pas d'écrivains et d'écrivaines africaines ou afrodescendants, appelez-vous afropolitains, je ne sais pas, on a plein de noms, mais qui n'essaye plus d'écrire à la française pour prouver les Français qu'on a bien appris la langue. Alors moi, en plus, j'ai appris le français avec les Belges. Ce que j'écrivais et l'anglais avec les Canadiens. Et l'anglais avec les Canadiens. Et c'est hyper décomplexant, en fait, parce qu'ils sont tranquilles, les Belges et les Canadiens. C'est pas la langue de Paris, c'est pas la langue de Londres. On est assez à l'aise. Et du coup, c'est aussi, on est cette génération qui moi, j'ai eu ça aussi de mon militantisme, notamment féministe, de dire d'où je parle. Et d'où je parle, il y a le Kinyarwanda. Et que, qu'on le veuille ou non, il est là. Et j'ai vraiment eu... c'est en lisant Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine américaine nigériane, où je voyais dans ses romans où elle mettait plein de mots d'Igbo, et je me suis dit, sans les traduire forcément, et c'est ça aussi la musique de la langue, et chaque écrivain, chaque écrivaine se construit une langue avec son histoire, son rapport à d'autres mots, à d'autres livres. Et je voulais aussi rendre hommage... parce que vous verrez, il y a une histoire de livres et de librairie dans ce roman. Et pas des moindres. Et rendre hommage aux écrivains rwandais qu'il y a eu avant. Donc il y a Naïgiziki, mais il y a alors ceux qui ont écrit plutôt sur l'histoire du Rwanda, comme Kagame ou Muzungu. Et voilà, et dire qu'on a cet héritage-là aussi, tout comme on peut se revendiquer de Georges Perec ou de Bessie Head voilà. ou de Fanon, ou de James Baldwin. Ou de René Depestre, mon cher Gaël. Donc, d'ailleurs, vous avez en exergue justement du Pérec, un proverbe rwandais et Bessie Head. Et puis, vous aviez, il y a d'autres exergues à Annie Ernaux, si je ne m'abuse, non? Annie Ernaux, oui. C'était... Les Ardes. C'était dans Ejo. Ah, dans Ejo, oui. Qui a beaucoup compté, oui. Oui, ça fait partie aussi des choses qui m'ont fait écrire, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup Annie Ernaux, et un jour, dans les années, je lis quelque chose où elle dit on avait moins envie... vous l'avez là ouais. Parce que je ne peux pas me permettre de... On avait encore moins envie de s'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, faute de distinguer qui, des Hutus et des Tutsis, étaient les bons et les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle était située dans un temps antérieur au nôtre, aux coutumes barbares, avec des potentats à château en France, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent décourageant. Je pense que c'est pour ça qu'on écrit Gaëlle. Et en plus... Avec tout le respect qu'on doit à Annie Ernaux, qui est par ailleurs écrivaine formidable. Et en plus, vous êtes particulièrement inconfortablement assis, parce que, comme on retrouve ce thème dans les deux romans, vous êtes
vous êtes quand même français. Donc, ça n'est pas tellement facile quand on revient au Rwanda. Oui, mais là-bas, vous êtes en plus français. Avec ce que vous avez fait à ce moment-là, vous êtes les Français mais étrangement, complices du génocide. ça change. Ah, c'est-à-dire donnez-nous des bonnes nouvelles. Ah non, les bonnes nouvelles viennent du Rwanda plutôt me concernant, c'est-à-dire que effectivement, non, mais je dis des bonnes nouvelles en général. Là, c'est pas... Effectivement, juste après le génocide, donc comme je vous disais, moi, j'allais toujours à Butare, puis après, j'allais voir mon père au Burundi, donc je passais la frontière aller-retour à chaque fois, et c'était dur d'avoir un passeport français. Vraiment, côté rwandais, on nous le faisait payer par des humiliations. Et que je devais ravaler ces humiliations parce que je comprenais d'où venait cette colère, ayant moi-même perdu une partie de ma famille au Rwanda. Donc bon, et aujourd'hui, les jeunes rwandais vraiment n'attachent plus du tout d'importance politique au fait. On dit qu'on est français, ça n'a plus d'impact. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'en France, effectivement, la relation de la France avec le Rwanda, pour moi, cette hypocrisie d'une grande partie de la classe médiatique, politique, etc., qui réinvente une histoire, enfin, qui est dans un révisionnisme en nous disant que la France a été exemplaire au Rwanda, qu'elle a sauvé des vies, qu'il en va de l'honneur de la France, qu'il ne faut pas s'autocritiquer, qu'il faut arrêter la repentance. Alors ça, c'est un discours qui se muscle avec le temps. Ah bon ? Oui, pourtant, oui, qui se muscle tous vraiment les ans, avec il y a le des temps. nouveaux bouquins qui disent, même des gens qui parlent, qui ne devraient pas parler. Enfin, il y a eu quand même des révélations. Mais il y en a qui restent droit dans leurs bottes. Ouais. Mhm. Donc d'accord. Non, mais j'apprends en même temps, peut-être que vous savez déjà, mais ouais, je pensais que ça changeait aussi un peu ici, mais pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Heureusement, il y a quand même de nouvelles générations, mais disons que je crois, on a quand même une forme de maladie en France par rapport souvent à notre histoire lorsqu'elle ne nous met pas dans le bon rôle, lorsqu'on n'a pas le rôle de héros, c'est compliqué de l'assumer. Et on le retrouve, quand on est militant, en tout cas, on le retrouve à tous les niveaux. Et surtout, les négationnistes, les révisionnistes, avec le temps, affûtent leurs arguments et deviennent beaucoup plus convaincants pour l'opinion publique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire ce travail de l'autre côté pour réaffirmer tout le temps, parce qu'on perd aussi, au passage, on perd beaucoup de nos militants. Le temps joue aussi en faveur des révisionnistes, c'est qu'il y a des gens qui étaient vivants en 94, qui ont milité, qui disparaissent petit à petit, des artistes, des militants, des historiens. Donc si une nouvelle génération ne s'empare pas de ça, il y a le risque aussi de cette amnésie ou de ce révisionnisme. Ouais. Ah oui, c'est un enjeu. Et vous quand vous avez, Beata, mis ces thématiques à travers vos personnages, c'était dans quel... c'était une envie de militer un peu à travers eux, ou c'est pas du tout votre affaire, ou parce que vous posez quand même des choses un peu polémiques à travers les uns et les autres. Je pense pas que ça soit polémique, je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que le personnage de Bosco, quand en 97, sa sœur arrive et qu'il reproche à sa sœur d'être française, c'est une réalité. Alors oui, c'est en 97 et de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais il y a des choses qui sont... c'est pas une histoire d'être polémique ou même de... Je pense pas qu'un roman puisse être militant. Moi, de la même façon que c'est pas un roman féministe, mais d'où on parle, forcément, il y a des thématiques qui nous interrogent et qu'on veut amener à la réflexion des lecteurs et des lectrices. Donc voilà, c'était cette idée-là.
Et vous, quelle est votre situation de confort ou d'inconfort par rapport à votre pays natal au bout de toutes ces années et surtout avec votre travail d'écriture? Est-ce qu'il y a une sorte je sais pas, de pacification ou de... Je pense que la première fois où je suis retournée au Rwanda, c'était un voyage difficile. Et puis voilà, enfin, les Rwandaises et les Rwandais là-bas, la vie continue. Et du coup, retourner régulièrement permet de voir aussi ce que les enfants qui grandissent, les enfants nés après la catastrophe. Non, c'est un rapport tout à fait apaisé, mais c'est aussi le lieu où ça s'est passé, où il faut transmettre cette histoire, effectivement, et faire en sorte qu'elle ne soit pas oubliée ou qu'elle ne soit pas réécrite par d'autres. Ça peut passer par la littérature, ça peut passer par autre chose, mais je pense qu'il y aura, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'écrivaines et d'écrivains rwandais qui vont raconter cette histoire aussi. Ça y est, on est 2 déjà, c'est bien. Parce que voilà, et puis moi je vois, enfin, il y a des jeunes aujourd'hui qui écrivent et participent à un recueil de nouvelles, et des jeunes qui sont nés après ou qui étaient tout petits, et eux ils parlent du Rwanda d'aujourd'hui, ils vont parler, il y en a une nouvelle féministe qui va parler de l'oppression féminine ou de la lutte des femmes, quelqu'un qui va, voilà, c'est tout ça. Et je cite souvent ce poème de Gabriel Celaya, la poésie est une arme chargée de futur. On regarde le futur depuis la poésie. Et on est une armée de poètes. C'est un petit peu difficile, pareil, de conclure autrement, même si on avait encore mille et une choses à se dire, et notamment que la flore est quelque chose d'extraordinaire dans vos 2 livres, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est chez vous par il y a les bougainvilliers chez Les bougainvilliers, les manguiers, et puis voilà, les jacarandas. et les jacarandas donc et c'est une manière aussi de dire que Gaël Faye en fait quelque chose en musique, puisque les rythmes et botaniques et des fleurs sont les titres de vos 2 derniers EP. Alors EP, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire Extended Play, soit un ensemble de 4 à 6 morceaux. Donc c'est au-delà de single, mais c'est en deçà du long player, c'est-à-dire le LP, en français album. Et Gaël s'en est tenu au EP parce qu'il était happé par son roman. Et là, maintenant, vous travaillez sur un album Qui sortira en début d'année. Et j'espère en février, avant la sortie du film Petit Pays. D'accord. Ouais. Donc on aura la musique, la BD, le cinéma. Oui. Voilà. Et Beata, on sera à un autre roman, à quel non? On ne sait pas. À suivre. À suivre, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les 2 beaucoup et le public. Vous pouvez donc retrouver les livres dont on vient de parler. Beata va venir tout de suite signer et Gaël la rejoindra dans quelques minutes. Et Gusana imitima, c'est le mot de la fin. Juste, vous nous traduisez. Réparer les cœurs. Voilà, c'est la tâche des écrivains. Et ils réussissent très bien. Merci Gaëlle.